Mesdames et messieurs, Dimanche politique se poursuit. À présent, nous sommes aux audiels de Dimanche c'est politique. Mes deux invités sont déjà bien en place. Je vais commencer par présenter Stanislas Hungweji, analyste politique, spécialiste des questions internationales, expert des questions d'intégration. Bonjour. Bonjour, cher ami. Voilà. En face, il est bien connu de nos plateaux maintenant, le docteur Paul-Marie Huessou, analyste politique également, enseignant-chercheur à l'UAC. Bonjour. Bonjour, bonjour Xavier. Voilà, nous allons rester dans cette même thématique. Nous allons parler de cette question au Niger, comme tout à l'heure avec le bâtonnier Jacques Migan. Je le disais tout à l'heure également, les derniers développements de la situation au Niger font état de ce que nous l'avons tous constaté. Une délégation de la CEDEAO a été reçue. Donc l'organisation sous-régionale a finalement pris langue avec les putschistes dans la même journée. L'ONU et d'autres partenaires également ont pris langue avec la junte militaire. Et pour que le tableau soit complet, quand bien même en dialoguant, la junte reste sur ses positions. On a vu, on reviendra dans la seconde partie de ce duel sur la position de la junte, mais d'abord cette option du dialogue qui manifestement est en cours. Comment vous l'appréciez? Merci beaucoup. Je remercie les téléspectateurs pour leur disponibilité à nous suivre, parce que c'est une question très préoccupante qui, si on y prend garde, peut avoir des répercussions ou a déjà des répercussions sur nous et sur notre vie. Je pense que l'option du dialogue, elle est la meilleure, qu'il faut encourager. Et l'ouverture de part et d'autre doit permettre une sortie de cette crise. Parce que ça n'arrange personne, ça n'arrange pas les Nigériens et ça n'arrange pas également les membres de la communauté de la CEDEAO. Donc nous saluons cette démarche. Et bien avant, nous avons vu également une délégation toujours au nom de la CEDEAO, conduite par quelques religieux. Et je crois que la junte est restée ouverte à ça. Et nous devons saluer cette démarche. Je crois que si on avait commencé par là plus tôt, eh bien, cette cristallisation et cette levée de bouclier au niveau du Niger ne va pas se faire. Parce que je crois que là où nous sommes là maintenant, si vous suivez les chaînes nigériennes, vous allez constater que, eh bien, il n'y a pas ce jour-là où il n'y a pas de déclaration de soutien à cette junte-là. Donc, c'est parce qu'ils se sont sentis menacés. Les populations se sont senties menacées. Et, vous savez, nous avons en Afrique un ras-le-bol. On ne veut plus être sous pression, on ne veut plus être manipulé par l'Occident. Et donc, cette frayeur de la manipulation probable de l'Occident amène les peuples à soutenir la junte, même si ce n'est pas véritablement la solution qui va conduire le Niger au développement. Voilà. Sur cette même question, la même délégation d'ailleurs qui avait été refoulée en temps, l'ex-président nigérian, le sultan de Sokoto et le président de la commission de la CEDEAO, c'est cette même délégation qui a été finalement reçue hier pendant de longues heures. Ils y sont encore puisque ce n'est qu'aujourd'hui que leur départ est annoncé. Comment vous appréciez cette option? Oui, je crois que c'est la seule voie. Moi, pour moi, c'est la seule voie. C'est même pas qu'il faut faire une comparaison par rapport à l'autre voie. La seule voie, c'est d'aller au dialogue, de discuter. Mais vous voyez, dans les premiers instants où le coup d'État s'est produit, et tout le monde dit on va débarquer des militaires, on va faire ceci, et puis on envoie des gens à recevoir. Enfin, tout homme aurait d'abord cherché à se protéger, à assurer ses arrières, avant de dire, bon, maintenant, ok, je vais aller en dialogue. Je crois que les autorités, les nouvelles autorités au Niger ont pris leur temps
commencé à faire le ménage à l'intérieur d'abord, et maintenant qu'ils sont rassurés qu'à l'intérieur il y a de quoi, disons, être un peu rassurés, là ils ouvrent maintenant l'espace et regardent un peu plus vers ce qui se passe à l'extérieur. Je ne dirais pas, moi, que ouvrir un dialogue veut dire, je l'avais déjà dit dans la dernière mission que nous avons faite ici sur le Niger, que ouvrir le dialogue, la première des choses, c'est vrai, il faut demander l'extrême pour avoir un peu, mais il ne faut pas qu'on s'attende à obtenir la réinstallation de Bazoum à la tête du Niger. Ça, c'est hors de question. Enfin, c'est pas moi, c'est pas une position à moi. Mais c'est, enfin, à la lecture de tout ce qui s'est passé jusque-là, on n'obtiendra pas cela. Tout ce qu'on peut obtenir, d'ailleurs, vous voyez, le discours et on y reviendra tout à l'heure, du président. Donc, moi, je pense qu'il faut aller au dialogue, il faut discuter avec les militaires, il faut faire un certain nombre de pas vers eux. Et vous voyez, il apparaît même déjà une divergence entre les États-Unis et la France sur cette question-là. Devons-nous dialoguer ou devons-nous y aller avec l'autre option? Les États-Unis sont plus pour le dialogue désormais. Et la France continue de faire choses là. Et ça s'explique aussi. J'espère qu'on aura le temps. Non, la France n'a jamais dit qu'elle était contre le dialogue. Les États-Unis n'ont pas parlé du dialogue, ils ont dit solution négociée, solution pacifique, un règlement pacifique pour rappeler le communiqué du département d'État. Pour se coller en tout cas au communiqué officiel. Après les coulisses, on n'en sait rien. Mais ce que les uns et les autres disent, il est de notre responsabilité de le rappeler. La France a dit de prendre au sérieux les menaces d'intervention de la CEDEAO. Oui. Et la France soutient fortement cette chose-là. Et ça s'explique, si vous voulez qu'on l'explique, on va l'expliquer. Pourquoi la France prend des positions aussi radicales, enfin apparemment radicales, mais bon, sa radicalité n'a pas d'impact en tout cas. Oui, restons sur l'initiative de la CEDEAO. Si vous oui, l'initiative de la CEDEAO, moi je crois que c'est une bonne initiative et c'est ce qu'il fallait faire au départ. C'est depuis le départ, engager un dialogue. Et même si, écoutez, la CEDEAO dit on va mettre en place une force d'intervention rapide pour pouvoir faire de sorte que les coups d'État ne prospèrent plus dans la sous-région, je voudrais être d'accord avec eux. Mais même si vous avez une force d'intervention rapide et que vous ne prenez pas le temps d'abord de prendre langue avec les uns les autres, et bien vos initiatives, les forces d'intervention rapides, si on veut un peu faire leur point, n'ont jamais prospéré nulle part. L'Afghanistan est là pour nous dire, la force d'intervention pour sortir, pour faire partie des talibans et installer quelqu'un au pouvoir 20 ans après, on est obligé de déguerpir et de laisser l'Afghanistan dans le désordre dans lequel il est. Quels autres pays sont nombreux? L'Irak n'est jamais ressorti de là. On est allé débarquer Saddam Hussein de la tête de l'Irak, mais jusque-là, on n'a pas encore un pays qui fonctionne normalement. Ainsi de suite, donc la force d'intervention n'est pas vraiment pour moi, la solution à envisager. Ce qu'il faut faire, c'est le dialogue, et le dialogue pour atteindre des résultats. Mais quel type de résultats? Je crois que c'est ça qu'on va discuter au cours de cette... Oui, Stanislas Mbedji, oui, la CEDEAO dialogue, mais dans le même temps, on sait que le jeudi, ils ont fini leurs travaux vendredi dernier. La force, en tout cas la force en attente, peaufine ses plans. Il y a eu des communications à ce sujet. Tout le monde, peut-être à l'exception, en tout cas sur le sommet du Ghana, à l'exception de la Guinée-Bissau, tous les chefs d'état-major, en tout cas des 11 pays qui siègent, étaient présents. On est toujours entre le bâton et la carotte. Bon, je crois que ils font ce qu'on leur a dit de faire et ils se préparent, et à suivre le contenu de leur communiqué, c'est que tout est fin prêt et ils n'attendent que le mot d'ordre des chefs d'État. Oui, bon, de toute façon, ce sont les politiques qui ont la main sur le dossier, les militaires. Voilà. Non, les militaires disent qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut et qu'ils n'attendent que le mot d'ordre.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le dialogue, c'est ça qui est à privilégier. La force militaire, c'est pour rappeler le principe. C'est pour rappeler le principe. Je pense que la CEDEAO a failli un peu dans sa communication au départ. Sinon, on devait démarrer avec le dialogue. Beaucoup d'initiatives dans ce sens. Et puis après, brandir la menace militaire à la fin. Mais la communication est partie comme si c'était la force militaire qui était la solution première. Et donc ça, comme je l'ai dit, ça a amené les gens à se braquer. Et vous allez voir l'évolution des choses au Niger. Pratiquement, sans le vouloir, le peuple est en train de soutenir la junte. Je dis sans le vouloir. Même hier, ils ont lancé un recrutement des jeunes volontaires pour servir d'auxiliaires militaires en cas d'attaque. Mais tout ça, on veut faire de ces jeunes des chairs à canon, des boucliers humains. Et ça doit attirer l'attention de la communauté. Nous ne voulons pas créer de chaos encore. Non, il faut l'éviter. Il faut encourager le dialogue. Donc, c'est pour affirmer les principes. Et le principe, c'est que ce n'est pas par les coups d'État qu'il faut accéder au pouvoir. Parce que nulle part, ça n'a amené un pays à connaître le développement. Et ce qui inquiète la CEDEAO et qui pourrait justifier peut-être son envie d'arrêter Manu Militari, la saignée, c'est qu'en l'espace de 3 ans, nous avons connu 4 coups d'État. Et donc, ça craint quand même. C'est-à-dire, c'est comme si on dirait que chaque année, ou moins de chaque année, il doit avoir un coup d'État. Donc, la position de la CEDEAO, c'est un peu comparable à la sagesse africaine qui dit que quand tu vois la case de ton voisin brûlée et que tu ne cours pas pour l'aider à l'éteindre, ça peut venir à ta propre case. Oui. Et donc, c'est cette position-là que la CEDEAO tente tant bien que mal, d'affirmer et d'afficher. Oui, je reste avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine, on va dire, schizophrénie au niveau des, des Africains, on va dire de l'élite, parce que quand on voit les occurrences de la Guinée, du Mali et du Burkina, la CEDEAO a été traitée de tous les noms, une institution amorphe, déconnectée, et tout cela. Ils tentent une autre approche, on dit non, que la CEDEAO va en guerre, la CEDEAO ne veut pas développer. En réalité, la question, quand on voit un peu, parce qu'il ne faut pas être amnésique, quand on voit un peu la manière dont l'institution est vilipendée, la question serait est-ce que simplement, je vais prendre une option, est-ce que simplement, est-ce qu'on ça ne reviendrait pas tout simplement à dissoudre l'organisation, que chacun se débrouille dans son pays et qu'on passe à autre chose? Parce qu'en fait, on ne sait pas exactement où mettre le curseur. À un moment, non, la CEDEAO ne sert à rien, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Un moment, non, la CEDEAO, mauvaise option, le dialogue, mais bon, comme le dirait l'autre, et on va en revenir tout à l'heure par rapport à la position de la junte, on connaît la musique. C'est comme s'il y a un petit livret du putschiste, on sait exactement comment faire pour s'installer, on parle de transition, on fait ce qu'on a à faire. Donc finalement, qu'est-ce que ça change? Alors, quand on arrive à se poser ce genre de questions, oui, il est bien de remonter à la genèse, de la création de cette institution. Oui. L'histoire nous dit que ceux qui étaient les propulseurs de cette organisation, il y avait le général Yakubu Gowon du Nigeria, il est encore vivant, et Yassimbe Yadema, paix à son âme, qui a participé. Si c'était les propulseurs, et pour d'abord faire quoi? Faciliter les échanges intercommunautaires, faciliter les échanges, et deuxièmement, sortir un peu de l'influence de l'Occident pour régler au niveau de la sous-région les problèmes, pour se soutenir, pour sortir un peu de l'hégémonie des Occidentaux. Alors, est-ce que la CEDEAO, au jour d'aujourd'hui, travaille à améliorer ces choses, ou bien ces chemins tracés? Est-ce qu'on continue de les
d'entretenir ces choses-là. Il y a également le sentiment et la perception des peuples africains de ce que l'institution fait ou ne fait pas quand ils sont en difficulté. Et donc, il y a aussi un travail à faire sur ce plan-là. Parce que, vous voyez, en Afrique, en tout cas au niveau de la CEDEAO, il y a ce ras-le-bol de l'influence occidentale. On a envie c'est-à-dire de rebattre les cartes. Et quand ce sentiment est véritablement partagé dans les pays comme ça, et que les Occidentaux aussi n'essaient pas de la jouer finement et puis tentent de faire à travers des déclarations, ça prépare les pays. Hein, c'est comme un ferment qui malheureusement donne ou constitue les prétextes pour d'éventuels aventuriers putschistes de venir prendre le pouvoir. Et quand ça arrive, regardez les 4 pays dans lesquels c'est arrivé. La population acclame parce que naïvement, elle pense que ça peut être la solution. Mais quand on réfléchit correctement, on pense que on voit clairement que ce n'est pas une solution qui peut conduire au développement parce que ça vient toujours interrompre un processus. Et moi, je pense que nous devons adopter la position que Aimé Césaire nous recommande, à savoir la lucidité dans la révolte. C'est vrai, nous avons des difficultés à l'intérieur de nos pays, travaillons à les corriger, mais est-ce pour autant la raison pour décrier la gestion d'un borgne, si je suppose que les politiques qui sont aux affaires ne font pas bien, au point de nous remettre à des aveugles, parce que j'estime que les militaires qui viennent au pouvoir, ils n'ont pas vocation d'élaborer des projets de société. C'est des gens qui viennent seulement sur un coup de tête, pensant régler un problème, mais qui amènent le piétinement. Et donc, quand on réfléchit, on voit que c'est juste l'instinct grégaire d'une satisfaction, des frustrations, on applaudit, mais après, quand on se pose les vraies questions, on constate que ce n'est pas la solution pour aller au développement. Et donc, il faut que les gens s'asseyent dans nos pays pour dire ce qu'ils veulent, le cap à mettre pour le développement de chaque pays. Et comme ça, les politiques, quand ils viennent au pouvoir, ils ont leur feuille de route, ils vont conduire le pays au développement. Parce que c'est inconcevable. Quand même, le pays a des richesses. Et pourtant, on ne sent pas l'évolution. Et les forces étrangères sont là. Et pourtant, les djihadistes continuent. Voilà autant d'éléments qui amènent les peuples à applaudir. Même si ce n'est pas l'option qui va les conduire au développement. Ils applaudissent parce qu'ils se disent, bon, enfin. Mais, il nous faut aller au-delà. En Afrique, il ne faut pas que l'envie du pouvoir pour le pouvoir amène les gens à interrompre le processus en cours dans les pays. Autrement, nous n'allons jamais sortir du sous-développement. Voilà, je vous pose la même question. Bon, je voudrais quand même... Parce que, je le précise ma question, parce que, bon, en position d'observateur, non, c'est juste une option. C'est comment on va dire, c'est ma déformation scientifique, je fais par déduction. Parce que si je me rappelle les précédentes expériences, en tout cas les précédentes occurrences au Burkina, au Mali, ainsi de suite, à la limite, si je me souviens des débats, à la limite, il ne fallait même pas sanctionner le Mali, le Burkina. En réalité, qu'est-ce qu'on attend réellement de la CEDEAO? Parce que dans un temps, elle prend une disposition, un dialogue, parce qu'on ne peut pas dire que pour les autres occurrences, la CEDEAO n'est pas dialoguée. Et d'ailleurs, il est important de préciser que, par exemple, dans le cas du Burkina, le seul chef d'État, malgré tout ce qu'on dit, le seul chef d'État étranger qui est en tout cas africain, qui a visité le Burkina, à part, qui a visité le Burkina, demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui, demeure le président Patrice Talon. Donc on ne peut pas dire que ces pays-là n'ont pas été accompagnés d'une manière ou d'une autre. Donc dans ce premier cas, on a encore en mémoire toutes les vitupérations contre la CEDEAO. Dans ce cas-ci, exactement les mêmes choses.
qu'est-ce qu'on attend exactement? Et c'est pourquoi je disais, c'est une boutade, à moins que chaque pays reprenne sa souveraineté et que chacun fasse ce qu'il veut chez lui. Oui, mais la CEDEAO n'avait pas pour vocation, il a rappelé la création de la CEDEAO, elle n'avait pas pour vocation de s'immiscer dans les affaires politiques. Si on prend tous les protocoles additionnels, les 3, il est clairement dit, c'est pas... En tout cas, la force en attente, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a inventé. Ce sont des protocoles qui ont été adoptés plus tard. Oui, plus tard. Oui, mais ça fait force de loi. Ça fait force de loi. Parce que les chefs d'État, on n'a pas obligé les chefs d'État à signer. Entendons-nous bien, parce que les gens nous suivent. Les gens nous suivent. Que les gens comprennent. Oui, d'accord. Les gens nous suivent. Oui, il faut que je précise. Les gens nous suivent parce qu'il ne faut pas laisser. Oui, mais il ne faut pas que les gens vous suivent et que les gens vous suivent sans une réflexion critique. Non, on ne refuse pas. Je ne parle pas de nous. On ne vous interdit pas. On ne vous interdit pas de faire une réflexion critique. Tout ce que je dis, c'est que tout ce qui est en train d'être fait dans les tests de la CEDEAO, la force n'est pas sortie de nulle. La force en attente n'est pas sortie du ciel. Donc au moins il faut dire ça. Après on peut penser ce qu'on veut de ce qui lie les pays de la CEDEAO. Bon, au début de mon intervention, ce que j'ai dit, c'est que dans sa vocation originelle, la CEDEAO n'avait pas pour vocation d'intervenir dans les affaires politiques. Oui. Il l'a rappelé tout à l'heure. En 1975, la création. Et Adema, Gouon et d'autres se sont mis ensemble pour que nous puissions, disons, faire circuler les biens et les personnes et que cela puisse amener une certaine prospérité. Mais quand vous rappelez souvent, les cas, il me semble que vous avez... vous faites exprès de fermer les yeux sur les cas. Le cas togolais est là. La CEDEAO est intervenue au Togo. On a vécu ce cas. Et ça a donné quel résultat au Togo? Le cas Bénin est là. 2019, 2020, 2021. On a vécu ce cas. Le cas guinéen est là. Guinée-Conakry est là. La CEDEAO est intervenue. Je veux dire, avant le coup d'État. C'est-à-dire troisième mandat de choses là. Le cas ivoirien est là. Troisième mandat. Le président ivoirien se l'est donné comme il veut. Ou bien. Mais tout cela est condamné par ce que vous appelez protocole de la CEDEAO. N'est-ce pas? Bon, voilà. On n'en disconvient pas. Voilà, je dis qu'est-ce qu'on fait. C'est tout ce que je dis. Le problème qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne prend pas une décision sur coup de tête. Non. Le problème qui amène les militaires. Il est important parce que, qu'on le veuille ou non, ce que les élites disent insémine dans la population. Vous avez parlé de peuple. Oui, évidemment, que le peuple, dans son essence, disons, tendent à écouter ce que Dr Paul-Marie Guessou dit et ce que Stanislas Ngoubeyi dit, ce que les autres disent. Bien sûr, c'est pour cela que je dis, expliquer. Voilà, ce que je dis. Il faut nous laisser expliquer jusqu'à aboutir à une conclusion. Mais vous voulez qu'on dise la conclusion avant de commencer à expliquer? Non, ce que je dis, c'est quoi? Je reprécise ma question pour que ce soit utile. Je dis, dans les cas que vous avez cités, la CEDEAO a été critiquée. C'est tout ce que je dis. Dans ce cas présent, elle a été critiquée. Donc je pose la question, au final, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout ce que je dis. Je ne mais c'est parce que ce que elle n'a pas pu résoudre comme problème au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Guinée, c'est le même problème qu'il y a dans les pays où les militaires ont pris le pouvoir. C'est le même problème, c'est-à-dire la malgouvernance, c'est-à-dire un élément important qu'il faut que nous puissions remarquer. Il a parlé des militaires qui ont pris le pouvoir. Ce ne sont pas des aventuriers. Moi, j'écoute bien leur discours. Les 4 militaires qui ont pris le pouvoir. Aucun d'eux n'a encore dit, jusqu'à la date où nous parlons, qu'il veut s'installer au pouvoir de façon définitive. Personne ne le dit. Vous êtes bien naïf, personne ne le dit. Je n'ai encore jamais entendu un militaire faire un coup d'État et dire qu'il veut s'installer au pouvoir. Personne ne le dit. Donc c'est pas... C'est juste que vous dites. Non, alors là, ça veut dire que vous n'avez pas connu... Ça veut dire que vous n'avez pas connu les moments des coups d'État. D'accord. Parce que tous les coups d'État qui ont été faits avant l'ère démocratique, le militaire ne dit jamais dans 2 ans, dans 3 ans, moi je vais donner le pouvoir. Jamais. Ça n'a jamais été le cas. D'accord. Donc maintenant on a des militaires qui disent, lui il a pris la parole hier, il a dit qu'on va faire une période de transition qui ne dépasse pas 3 ans. Ça ne se dit jamais par un militaire qui a fait un coup d'État.
D'accord. Donc c'est déjà une nouvelle donne. Peut-être que cette donne-là, vous ne les voyez pas, mais moi je les vois. Il y a une subtilité. Allons-y, oui. Il y a Oui, une non, subtilité. il peut arriver 3 ans, Oui. il peut arriver 3 ans, Oui. et il n'a pas donné le pouvoir. Oui. Là, on va juger. Quelqu'un a dit, d'accord. mais en ce moment, Oui. on va conclure Oui. en ce moment Oui. qu'ils ne sont pas sérieux, qu'ils ne sont pas fidèles. Ok. D'accord. Bien. Maintenant, ce que moi je veux dire, donc le problème qui amène les coups d'État, Oui. c'est l'incapacité donc justement de la CEDEAO, dans tous les pays de la CEDEAO, à faire de sorte que la gouvernance soit bonne. Encore que, Oui. pour moi, il n'y a jamais de bonne gouvernance. Il n'y a nulle part où on peut appeler... La bonne gouvernance n'existe pas. Ok. Ah, d'accord. Oui, ça on va en discuter. Hein, ça, c'est un grand sujet que nous allons discuter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que la CEDEAO elle-même, c'est elle-même qui est l'auteur de son propre problème. C'est-à-dire que quelle est la valeur et la vérité sur laquelle la CEDEAO s'assoit et dit ça là, ça ne se passera pas comme ça, quel que soit qui que ce soit qui est au pouvoir. Si c'est le cas, en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas un 3e mandat. Mais c'est ceux qui se sont donné un 3e mandat et qui l'ont fait dans le sang des autres. C'est eux qui disent aujourd'hui on doit restaurer la démocratie quelque part. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas si vous voyez ce que je parle. Donc c'est là le problème. Le problème n'est pas la CEDEAO en tant qu'institution, le problème est dans les idées, les pensées et les valeurs qui animent l'institution. Et les personnes qui animent cette institution. Oui. Donc, ces personnes-là, leur comportement, leur façon de faire, c'est ça qui est décrit. Et ce n'est pas que dans les pays où il y a les militaires qui sont, c'est partout. Oui. Il va falloir donc... On a quelqu'un qui appelle, on va peut-être l'écouter très rapidement. Oui. Nous vous écoutons, téléspectateurs en ligne. Bonjour le plateau, bonjour. J'interviens dans le débat non comme consultant mais comme le directeur de l'organe. Je pense qu'on ne peut pas donner des régions à un coup d'État. Ce que dit le docteur Paul Marie-Wessou là n'est pas normal. Il parle du Bénin. Le Bénin n'a jamais été dans une situation de coup d'État. Le Togo n'a jamais été dans une situation de coup d'État. Donc, il faut que cette confusion ne reste pas à l'antenne. Les interventions de la CEDEAO au niveau des États, qui sont des élections, s'appuient sur le protocole de l'ONU de 1999 et le protocole additionnel de Dakar de 2001. Et ces protocoles ont fixé clairement les conditions dans lesquelles les élections doivent se dérouler. Et donc, les missions d'observation de la CEDEAO lors des élections s'appuient sur ces 2 protocoles. Alors, donc, il ne faut pas faire de confusion avec un coup d'État. Le fonctionnement du coup d'État, c'est le rétablissement des régimes démocratiquement élus suite à l'avènement donc des régimes de fait ou bien à l'avènement au pouvoir des militaires. Donc, il ne faudrait pas qu'on confonde cette situation-là à l'antenne, alors qu'on parle donc de la réaction de la CEDEAO par rapport donc à un coup d'État. Donc, justifier un coup d'État par ce que dit le docteur Paul Wessou n'est pas normal. Il est universitaire, il le sait mieux. Donc, je pense qu'il faut qu'il soit plus cohérent pour que les téléspectateurs soient également cohérents, nous suivent avec beaucoup de plaisir. Donc, voilà mon apport. Il faut qu'on quitte ce débat à ce niveau-là, qu'on reste dans l'intervention de la CEDEAO, dans le rétablissement des régimes démocratiquement élus et sécurité disons, combattus ou bien, il faut l'objet d'un coup d'État. Nous parlons de coup d'État et non de l'observation de la CEDEAO au niveau des élections. Il y a 2 niveaux différents et si vous voulez, on fera le débat en son temps. Mais restons dans le cas de ce restons dans ce qui est à l'ordre. Est-ce qu'on fait une chance au dialogue? Restons là et vraiment pour fixer nos téléspectateurs. Merci. Voilà, merci pour cet apport. Docteur Paul Marie Wessou, très rapidement. Bon, moi, je voudrais croire que c'est bien sûr Maforican, oui. Maforican qui intervient. Et je voudrais dire ceci, mais
j'ai comme l'impression que le choix de mots n'est pas bien fait. Le dire, moi je justifie, je ne justifie pas. Et c'est ça souvent qui fait que nous prenons des décisions hâtives en matière de presse. Donc, moi je ne justifie pas de coup d'État, je l'explique en tant qu'universitaire et j'explique. Vous ne pouvez pas expliquer un phénomène en disant, vous ne pouvez pas expliquer un phénomène en disant, comment on l'appelle, en tenant compte des événements qui se passent de façon actuelle. Oui. Ce que nous disons, ce qui a fait le lit, ce qui se passe, c'est ça. Donc ça, ce n'est pas justifié, c'est expliqué. Donc moi, je suis vraiment, il faut faire attention au choix de mots. Moi, je ne justifie pas, j'explique. Voilà. Et donc, dans mon explication, c'est clair. Voyez-vous, nous avons eu la conférence nationale. Je n'ai pas dit qu'ici il y a eu des problèmes de coup d'État. Je ne l'ai pas dit non plus. J'ai dit la façon dont nos élections, il a évoqué les élections. Justement, la façon dont nos élections se passent, c'est ça qui fait le lit plus tard, ce qui va se passer. Parce que depuis 90, nous n'avons pas eu de situation où des militaires, même dans la sous-région, dans toute la sous-région, nous n'avons pas eu de militaires, de situation où les militaires ont pris le pouvoir de façon successive comme ça dans les pays, parce qu'il y avait un certain processus qui ne leur permettait même pas d'oser penser cela. Voilà. Mais à partir du moment où on commence à s'installer dans des types de gouvernance où qu'est-ce que le général Tiani, il s'appelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? On parlera du discours tout à l'heure, dans le second temps. Ça, oui, c'est le second sujet. Donc, on parlera des propositions, en tout cas. Alors, voilà, Stanislas Mouguedi. Oui, je voulais juste rappeler que toute action de l'organisation doit se reposer sur des principes juridiques. Oui. Et quand vous regardez au niveau de la CEDEAO, au jour d'aujourd'hui, il y a quelques articles qui parlent de la chose, mais qui ne donnent pas le confort pour la décision militaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Oui, manifestement, la CEDEAO pense autrement. Il y a l'article 58, il y a l'article 58 du traité modifié, ajouté au protocole sur la bonne gouvernance. Et puis après, plus tard, il y a l'article 45 qui dit, je cite, en cas de rupture de la démocratie, par quel procédé que ce soit. Et puis après, ils ont cité des palettes de décisions, des palettes de mesures, mais pas nettement l'option militaire. C'est ça qui fait que, vous voyez, il y a cette fébrilité, même au sein de l'institution. Oui, bon, maintenant, je voulais dire il y a la fermeté qu'il faut faire observer par rapport à la prise de pouvoir par les coups d'État. Nous allons dénoncer cela. D'accord? Maintenant, nous voyons l'évolution de la situation et l'intérêt de nous en tant qu'Africains. Par rapport à cela, je dis, nous avons commencé, nous sommes en train de voir déjà que le dialogue a commencé à porter ses fruits. Travaillons davantage à régler nos problèmes. Ne soyons pas sous l'influence des Occidentaux pour prendre nos décisions. Et c'est le sentiment, c'est la perception du peuple. Et c'est ça qui embrouille tout le monde. Donc, travaillons à clarifier les choses pour que, froidement, nous puissions prendre les bonnes décisions dans l'intérêt de nous, peuple africain. Est-ce que, je voulais d'abord préciser que, par rapport à votre interprétation, je voulais juste relever que vendredi dernier à Accra, le commissaire de la CEDEAO a réfuté tout ce qu'il pouvait avoir comme... comme ce que vous appelez fébrilité par rapport à l'usage. Il disait que c'était juridiquement fondé, d'ailleurs, que la CEDEAO n'avait besoin d'autorisation de personne pour le faire. Il a affirmé. Je voulais juste le faire remarquer par rapport à ce que vous dites. Je suis d'accord. Moi, c'est-à-dire, en tant qu'intellectuel, nous avons un devoir d'objectivité dans nos analyses. Et c'est pourquoi je dis... Je rappelle juste ce que la CEDEAO dit. La CEDEAO, une chose est de dire, mais une chose est de voir ce que les thèses disent. Nous sommes tous allés à l'école, nous pouvons lire les thèses. Et je dis, je ne suis pas là pour faire... mais je dis, dans la réalité, ils ont un peu de difficulté à aller. Mais, en tant qu'Africains, nous devons travailler à résoudre nos problèmes en visant l'intérêt des peuples concernés. Et au jour d'aujourd'hui, à voir l'évolution des choses. Au Niger, j'ai même vu hier, j'ai vu déjà le Burkina et le Mali débarquer des hélicoptères au tabac. Et donc, vous voyez déjà ce que ça peut donner si on doit
encenser cette option-là. Oui. Donc, privilégions le dialogue, comme eux-mêmes ils l'ont compris, hein, et travaillons à régler nos problèmes de façon pacifique. Je reste avec vous. En parlant de dialogue, oui, la délégation de la CEDEAO y était hier, et comme le docteur Paul-Marie Wissou l'a rappelé, on l'a tous vu, le chef de la junte a pris la parole hier soir, on peut supposer qu'au sorti de cette discussion, et a réaffirmé certains, en tout cas, ses propos, la manière dont lui voit la suite de l'histoire. Est-ce que ce n'est pas une sorte de, on va dire, de pied de nez fait, parce qu'on parle de dialogue, est-ce que là c'est pas mal parti, où on est toujours dans le rapport de force qu'il y a, parce qu'on a une délégation de la CEDEAO qui porte un message, en tout cas à la date d'aujourd'hui, retour à l'ordre constitutionnel, ils prennent langue, et quelques heures après, le chef de la junte dit, écoutez, transition de 3 ans, donc nous restons au pouvoir pendant 3 ans, dialogue inclusif national. Comment vous voyez un peu les choses? C'est ce que je déplore, malheureusement. Vous voyez, le pied de guerre sur lequel la CEDEAO est partie a braqué les bouddhistes. Et ils sont dans un rapport de force. Et sur le coup de la communication, parce que c'est aussi ça, sur le coup de la communication, ils sont en avance sur la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, autrement, ils la sont en question, train d'avoir l'adhésion du peuple. Est-ce qu'ils sont, bon, pour poser alors ma qu'ils ne question, devraient pas. Si est-ce vous qu'ils me sont laissez réellement, finir, vous allez... oui, non, vous allez parler. Est-ce qu'ils sont réellement, en réalité, prêts pour le dialogue, ou en réalité, là, on est à un jeu de dupes? Ben, les deux, parce que, premièrement, ils disent qu'ils sont ouverts. D'abord, la délégation conduite par les religieux à l'issue a affirmé que le général est ouvert, a dit sa porte est ouverte au dialogue. Ceux-ci sont venus également, il leur a dit sa porte est ouverte. Mais chaque fois quand la CEDEAO fait ses communiqués, il brandit toujours la menace militaire. Et donc les autres disent, nous aussi nous nous préparons. Et ils font de la mobilisation à outrance dans le pays. Et donc le truc est en train de se transformer. Et c'est à ça que moi je dis qu'il faut faire très attention. D'accord? C'est les deux. Les autres sont en train de se préparer. J'ai dit tout à l'heure, les pays frères, Burkina, Mali, ont déjà démarqué des hélicoptères sur le tarmac là-bas. Oui. La population est survoltée. Les gens sont en train de faire des déclarations à n'en point fini chaque jour. Il suffit de suivre les JT. Là-bas, vous allez constater. Donc, face à ces choses-là, bien que ce n'est pas dans l'intérêt du peuple nigérien, eh bien, il faut que la communauté observe un recul. D'abord, au niveau de la communication, pour dire, mais est-ce que c'est la meilleure façon de faire passer le message? Si nous voulons vraiment dialoguer, montrons-leur que, attention, l'option militaire, vraiment, elle était mal enclenchée, mais envisageons le dialogue et négocions des choses pratiques. Qu'est-ce que nous voulons à ce jour? Alors, à l'issue de la rencontre, le général a fait son adresse à l'attention du peuple, a parlé de, il va mettre sur pied un comité pour organiser un dialogue, et déjà, il donne les orientations de ce qui va sortir du dialogue. Il dit, ils doivent leur dire la période de transition qui ne doit pas durer, qui ne doit pas dépasser 3 ans. Vous voyez, il oriente déjà ce qui va sortir à l'issue du dialogue. Et donc, si ce n'est que pour avoir ça, on n'aurait pas dû interrompre le processus en cours. Maintenant, quel est le mécanisme qu'on va mettre en place à l'avenir pour qu'on ne soit pas obligé d'interrompre la marche du progrès en cours? C'est à ça aussi qu'il faut réfléchir. Et donc, c'est à ça que moi j'invite tous ceux qui sont aux affaires à avoir vraiment cette lucidité-là. C'est vrai, nous sommes révoltés, c'est vrai que nous avons des frustrations à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est pour autant ça qui va nous amener à remettre en cause l'évolution? Si la réponse, objectivement, dans l'intérêt de tous, elle est non, alors amenons les dirigeants aux affaires à être à l'écoute. Il ne faut pas laisser les frustrations, il ne faut pas montrer une indifférence aux frustrations des populations. Autrement, elles vont applaudir les aventuriers au détriment de leurs propres intérêts. Parce que ce qui se passe... Là, maintenant, vous voyez, le piétinement qui va se faire, il y aura des détournements en point fini, et puis finalement, dans la précipitation, tellement la pression serait forte qu'ils seront obligés de remettre le pouvoir
bon gré, mal gré, dans les mains de quelqu'un, du premier qui va venir. Et le premier qui va venir, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de bien fignoler son projet de société, et puis ça va reprendre. N'oubliez pas que ça fait plus de 5 fois là maintenant que les mêmes histoires se répètent au Niger, et ils ne sont pas prêts de finir. Et quand vous suivez les intellectuels dans leur débat là-bas, ils disent qu'il y a un véritable problème qui n'est pas réglé. C'est pourquoi à chaque fois les coups d'État arrivent. Donc, si ce coup d'État peut leur permettre vraiment de régler, de poser les bonnes questions et de trouver les bonnes solutions, ce serait tant mieux pour le pays et pour la sous-région. Voilà, Dr Paul-Marie Ouessou, je vous pose la même question par rapport à cette main tendue de la CEDEAO. Je le rappelais, pour que le tableau soit complet, ils sont reçus hier par le chef de la junte. Un peu plus tard dans la soirée, le chef de la junte, disons, quelque peu affiche son programme à venir. Est-ce que, je vous pose la même question, est-ce que c'est pas... on n'est pas toujours dans la même défiance, et du coup, est-ce que cette porte ouverte, laissée ouverte par la CEDEAO ne risque pas de se refermer très vite? Oui, je voudrais quand même dire juste un petit préalable. Oui. Il faudrait que je puisse avoir le temps d'expliquer. Oui. Parce que souvent vous intervenez, et quand vous intervenez, on a comme l'impression qu'on est en train de dire des trucs. Moi, je ne soutiens pas de coup d'État, hein. Je suis parmi les gens qui ont marché. Attendez. Oui. Je suis parmi les gens qui ont marché ici pour défendre la démocratie. Quand nous étions étudiants, et le directeur Agapit Napoléon le sait, quand nous étions étudiants et qu'on nous imposait des choses, nous avons lutté ici, nous avons marché du campus au champ de foi ici, au Bénin, pour défendre la démocratie. Donc je ne peux jamais défendre les coups d'État, jamais dans ma vie. Mais écoutez, les coups d'État, la démocratie pour laquelle nous avons lutté a été progressivement descendu de son piédestal, on va dire, pour un peu paraphraser quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. C'est ça que le général Tchiani dit dans son discours. Il dit que oui, il n'est pas sans savoir que en fait les populations ne marchent pas pour le soutenir ou faire ceci là pour le soutenir, pour installer une autocratie dans le pays. Mais qu'ils veulent une démocratie, une vraie. Alors, la démocratie que nous avons, les démocraties que nous avons aujourd'hui produisent quoi? Oui. Et c'est ça. Oui. Ce que je vous propose, on aura le temps de faire le débat sur la démocratie. Oui, mais il faut souvent éclairer ces choses. Parce que souvent, quand on parle, on prend la parole, on parle. Les gens, quand vous étiquettent, comme si vous avez. Non, il y a beaucoup de ressources pour expliquer ce qui se passe. Et on ne peut pas se lever et dire, moi, je dois aller soutenir la force parce que la force doit restaurer la démocratie. Ces démocraties qui sont restaurées par la force n'ont jamais prospéré. Docteur Paul-Marie Ouessou, personne ne vous dit de marcher, de soutenir que ce soit. Bon, voilà. Mais convenez que, et là c'est je reviens à ma question que je posais tout à l'heure par rapport aux positions, on va dire, des intellectuels. Chez nous, on a trouvé le mot pour ça, les sachants. Les sachants qui débattent, qui donnent leur position. Est-ce qu'il est normal de dire que nous avons une situation précise qui se passe, une occurrence qui se passe de la façon dans laquelle on l'a vu? Que les dirigeants qui sont en place ont à gérer cette situation conjoncturelle maintenant. Et pour que, en tout cas, il y a l'obligation de la gérer. Quelle qu'en soit la manière, il faut la gérer, de toute façon. Et que le débat sur les griefs des uns et des autres, pourquoi il y a eu un coup d'État, pourquoi la démocratie, la vitalité de la démocratie, que, comme on le dit dans la Bible, il y a un temps pour tout. Est-ce que vous comprenez que ceux qui disent, ceux qui vous dites, comme vous le dites, font des procès d'intention ou étiquettes, se disent que en voulant expliquer le processus, en voulant expliquer le pourquoi, alors que les dirigeants, quoi qu'on puisse en penser, veulent trouver une solution conjoncturelle aujourd'hui, est-ce que, ou autrement, en voulant régler la situation au Niger, est-ce que c'est le moment de faire on va dire, le procès de la démocratie? Est-ce que ce débat, oui, bien sûr, il y a pas de temps pour le faire? Bien sûr, mais écoutez, c'est notre devoir absolu de faire le procès de la démocratie maintenant.
Quel procès? Non, pas- moi je ne parle pas, je ne fais pas de procès de quoi que ce soit. Vous n'avez dit que je le ne fais pas de système a procès été de quoi que ce dévoyé. soit. Non, le système a été dévoyé, oui. oui. Je ne fais pas le procès de la démocratie, mais des systèmes qu'on a mis en place au nom de la démocratie. Oui. Au nom de la démocratie. Oui. Parce que il faut se rappeler, c'est pourquoi on a rien fait ce débat. Oui. La conférence nationale n'a jamais dit aux gens d'être corrompus. Jamais. La conférence nationale n'a jamais dit ça. Les systèmes qui s'installent après qu'on ait tous lutté pour un idéal, c'est ça. Et on ne peut pas se taire et dire les dirigeants. Moi, je ne suis pas là pour réfléchir. Moi, je ne suis pas là pour réfléchir à la place des dirigeants. Mais moi, je suis là pour leur dire un certain nombre de choses. Si vous voulez installer la démocratie de façon définitive dans la sous-région, regardez, la sous-région, c'est la nôtre. C'est la nôtre qui a démarré. Et c'est au Bénin ici que ça a commencé, le vent de la démocratie. Ce que les autres appellent the third wave democracy, c'est ici que ça a commencé, c'est au Bénin ici. Et c'est la sous-région ouest-africaine qui a pris ça. Mais regardez, c'est encore cette sous-région-là, c'est dans ça. Parce que quand vous dites il veut régler un problème ponctuel, le problème n'est pas ponctuel, ça devient un phénomène. Quand c'est un pays, 2, 3, 4, D'accord. Et ça devient un phénomène. Et donc, il faut pas dire, on va aller mettre des vernis là-dessus, et puis maintenant, on laisse le problème, la racine du problème. Et donc, nous, on parle en parlant de la racine. Maintenant, répondez à ma question. C'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui doivent aller régler les problèmes de façon conjoncturelle. Nous, on parle de façon structurelle et conjoncturelle. D'accord. Maintenant, répondez. Oui, un instant. Oui. Répondez à ma question. Vous avez tout fait, sauf répondre à ma question. Laquelle? Comme vous savez le faire. Non. C'est-à-dire, comme vous savez le faire. Alors, j'essaie de ne pas répondre aux questions. Il y a la main tendue de la CEDEAO, mais dans le même temps, la junte campe sur sa position. En réalité, qu'est-ce se passe? C'est-à-dire, il faut qu'on analyse les choses de façon rationnelle. C'est ça. Quand la rationalité commence, et c'est ça, écoutez, moi, le fondement de ma thèse, et celle qui fonde toutes les recherches que je fais maintenant, post-thèse, et qui fonde toutes les analyses que je peux faire quand je vais sur un plateau, c'est que la rationalité est importante dans toutes les activités humaines pour qu'elle soit structurée et pour qu'elle structure une société. Mais quelle est la rationalité dans le fait que vous dites à quelqu'un, je vais vous tirer là-dessus, et vous commencez à préparer les armes, et vous allez après dire à la personne... Ça, c'est un commentaire. Ça, c'est un commentaire. La CEDEAO n'a jamais dit qu'elle tirerait sur quelqu'un. C'est un commentaire. Non, à moins que vous me trouviez un communauté. Ah, d'accord, ok. D'accord. Installer la démocratie au Niger sans tirer sur les gens. Au moins, vous l'admettez, que c'est caricatural. D'accord. Oui, vous l'admettez. Mais écoutez, mais ça, la caricature dit une vérité. Non, mais écoutez, je réponds à votre question. La main tendue de la CEDEAO serait une main tendue, une main que, comment on l'appelle, que les autres prendraient dans le contexte où, vous voyez, dans un premier temps... Non, ne refaisons pas l'histoire. Je peux vous dire une vérité. Oui, ne refaisons pas l'histoire. Il y a des problèmes. On ne fait pas de l'histoire. Il faut expliquer. Moi, on explique les phénomènes. Si vous voulez des politiciens pour vous dire, oui, il est bon, non, l'autre est mauvais. Non, alors ça aussi, c'est de la caricature. Ça aussi, c'est de la caricature. Non, ce n'est pas de la caricature, c'est du réel. Les politiciens, c'est ce qu'ils font. Je vous demande simplement, un dialogue a été engagé hier. Oui. Comment vous voyez, on va dire, la suite? Je dis, un dialogue a été... La junte a dit qu'elle est prête à dialoguer. La CEDEAO a envoyé une délégation. Et quelques heures après, la junte affiche son cahier de charge. Alors, dans ces conditions, comment on dialogue? C'est tout ce que je vous demande. Mais écoutez, comment on dialogue dans ces conditions? Dans ces conditions, on dialogue sur la base de ce que chacun apporte à la table. La junte a déjà apporté, dans le discours du chef de la junte, ils ont apporté ce qu'ils ont sur la table. Ils ont dit, nous allons faire un dialogue national. C'est déjà, comment on l'appelle, ce qu'ils apportent. Ils ont dit, nous allons faire, un certain nombre de choses. C'est ce qu'ils apportent. Maintenant, sur la base de ça, la CEDEAO va
Et on dialogue, on dit maintenant, bon, nous on ne veut pas de ça, mais on veut ci, on veut ça, c'est ça qui est le dialogue. Mais un dialogue n'est pas que eux ils vont se taire, la CEDEAO va aller se réunir à Accra, et eux ils vont se taire, et ils vont maintenant aller s'asseoir pour dialoguer. Mais je ne sais pas, enfin, ça m'étonne un peu cette perception. Non, je pose des questions, c'est vous qui, je veux bien croire, qui répondez. Bon, mais je veux bien croire que ce n'est que des questions. Alors, oui, bon, à moins que ce soit vous qui mettez les étiquettes, mais non, je pose une question. Je n'ai pas mis l'étiquette. Ah, d'accord. Juste à moins que ce que j'ai dit, ça ne s'est pas passé hier. Oui, je dirais ce que j'ai dit. Mais ça s'est passé. Non, je vous pose la question par rapport à ça. Mais ça s'est passé, mais ma réponse a été aussi claire. On ne peut pas aller à un dialogue si on n'a même pas quelque chose là sur la table. Et les autres se sont réunis à Accra et on dit qu'ils sont prêts pour aller bombarder. Les autres. Oui, bon, là aussi, on est toujours dans la caricature. Non, c'est pas de la caricature. Ils se sont pas réunis à Accra. Un militaire dit qu'ils sont prêts à aller bombarder. Ah, mais qu'est-ce qu'un militaire va aller faire sur un théâtre de guerre? Ah, ok. Donc ils ont dit ça. Qu'est-ce qu'un militaire peut aller faire sur un théâtre de guerre? Donc, pour libérer Bazoum contre une armée qui dit moi je ne veux pas, comment on appelle cette chose-là? Non, écoutez, c'est pourquoi la caricature peut nous amener très loin. Allez-y. Non, c'est pas une question de caricature. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Le sujet, parce que nous avons tous beaucoup de ressources pour éclairer l'opinion. Et donc, je souhaite que le phénomène que nous déplorons tous soit décortiqué, qu'on parle des causes et qu'on parle de comment les éviter. Si on peut structurer notre échange comme ça, nous allons faire œuvre utile à toute la communauté. Alors, parlant de ce que vous êtes en train de dire, c'est le problème qui a été mal engagé par la communauté qui suscite cette réaction-là de la junte. Je vous ai dit, ils sont en train de faire un certain nombre de choses pour se protéger, en fait, parce qu'ils sentent la menace. Personne n'a envie de se faire harakiri. Non, ils sentent vraiment la menace. Ils sentent la menace. Et un homme averti, qu'est-ce qu'ils font? Avec la complicité des politiques, il ne faut pas l'oublier. Des politiques, non pas que seulement des politiques nigériens, mais il y a encore des experts qui sont avec eux, qui leur disent des choses à faire et qui les amènent à gagner du terrain sur la communication. C'est pourquoi je dis, la CEDEAO, il faut revoir un peu ça. Maintenant, ceci étant, il faut toujours marteler que pour l'avancement de nos peuples, nous devons nous entendre sur comment le faire. Et c'est pourquoi en démocratie, on parle de la dévolution du pouvoir. Comment est-ce qu'on accède au pouvoir? Si ces préalables sont réglés, eh bien, quand quelqu'un vient et prend le pouvoir, malgré les frustrations que nous subissons, nous devons faire confiance au processus pour qu'il aille à son terme. Pour qu'on n'arrête pas le processus. Parce que dès que vous interrompez, alors il y a une période d'instabilité, il y a une période d'insécurité qui ne font pas le bonheur, du peuple. Les investisseurs ne viennent pas là où il y a du bruit. Les investisseurs sérieux ne viennent pas. Et donc c'est le peuple qui paie. Moi je veux qu'on regarde beaucoup plus sur ces aspects-là. Parce que c'est ça, le peuple. Quand vous allez, vous regardez un peu ce qui se passe au Niger, la jeunesse, la démographie évolue de façon exponentielle. Les gens sont en attente d'emploi, ils ne trouvent pas. La misère est galopante. Et il y a beaucoup de situations qui demandent vraiment des mesures fortes. Mais pendant ce temps, on est en train de parler de mobilisation. Tous les jours qui passent, les gens font des déclarations de soutien à la junte. Mais en temps normal, on devrait penser à comment faire pour que l'uranium qui quitte le pays puisse permettre de créer des emplois pour occuper ces jeunes-là. Mais on ne réfléchit pas. Moi, je pense que c'est sur ces aspects-là qu'il nous faut vraiment discuter pour que les dirigeants sachent qu'il y a des choses à faire. Le peuple aspire à beaucoup de choses. Tel que nous étions peut-être en 60, on n'est plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ça évolue. Et le peuple aspire à beaucoup d'autres choses. Donc, entendons-nous sur comment nous allons gouverner nos pays. Et une fois que c'est entendu, si nous optons pour la démocratie, alors conformons-nous au principe de la démocratie. Quand quelqu'un vient au pouvoir, laissez-lui faire son mandat. Quand il fait son mandat, faites en sorte que les pouvoirs vraiment jouent leur rôle, que le législatif soit vraiment actif, que l'exécutif joue son rôle, et que le judiciaire aussi tranche. Quand tout s'est séparé comme ça, et que les gens comprennent que c'est la règle du jeu démocratique, eh bien chacun pourra s'en tenir. Oui, vous aussi, comme le docteur Paul-Marie Ouessou, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais la question,
je vous ai déjà dit... Par rapport à ce qui s'est passé hier, oui. Comment on entrevoit la suite? C'est tout ce que je vous demande. La suite, oui. C'est toujours encourager le dialogue. Oui. Et ils y sont. Oui, il faut, et maintenant mettre des choses concrètes dans le dialogue. Par exemple, j'ai vu la délégation a rencontré Bazoum hier. Oui. Tout souriant, Bazoum s'est affiché avec eux. Et donc, je suis sûr que, à voir l'évolution des choses, Bazoum même ne va plus leur dire qu'il faut le réinstaller dans ces conditions-là. Il pourra pas le faire. On est entre intellectuels, il faut se dire les choses. Vous voyez, le contexte actuel, il faut se dire les choses, mais en temps, on n'est pas là-bas, on n'est pas avec eux. Non, mais nous sommes, comme nous avons un devoir d'éclairage de l'opinion. Et donc, faisons-le sans hésiter. Et disons les choses comme telles. Oui. Et donc, je pense qu'il faut travailler à préserver sa vie. D'accord, les encourager s'ils veulent mettre en place une transition qui ne va pas durer 3 ans. Essayons de voir si ça peut tenir, ça peut se faire. Encourager à le faire. On va attendre la réaction de la CEDEAO sur ce sujet, je vous le promets. Voilà. Donc maintenant, cessez de rappeler que les militaires vont débarquer. Parce que c'est ça qui fait que le pays là-bas se cristallise et puis les gens soutiennent. C'est-à-dire, sans le vouloir, les gens soutiennent les putschistes. Et c'est ça qui, moi, me dérange. Voilà. Parce que ce n'est pas la solution. Vous voyez que tout le monde donne son soutien à la jeune parce qu'ils ne veulent pas que les étrangers viennent les envahir. Et on fouette la fibre patriotique des gens à soutenir bêtement la jeune. Alors que quand on va posément leur expliquer les choses, eux-mêmes ils vont dire mais cette transition ne doit pas durer plus d'1 an, par exemple. Oui, bon, d'accord. Oui. Oui, merci beaucoup, docteur Stanislas Humbedi, expert en questions internationales, analyste politique et spécialiste des questions d'intégration. Notre bien-aimé docteur Paul-Marie Wessou, enseignant-chercheur à l'UAC. Je vous promets, de toute façon, vous le savez, on a une chaîne de débat. On fera le débat, comme vous avez réfuté le thème procès de la démocratie. On fera le débat. Ici, on a une chaîne de débat. On voulait que vous répondiez de façon conjoncturelle à ce qui s'est passé hier. Vous êtes bienvenue quand vous le souhaitez. De toute façon, depuis le début de cette crise, il y a beaucoup de débats sur la chaîne. Donc, et c'est bien, vous êtes à féliciter. On vous invitera à l'occasion. Et pour finir, personne ne vous étiquette. Vous avez donné votre position. D'autres ont la leur. C'est le sens du jeu, le sens du duel. Donc on a le choix des mots. Chacun est responsable de l'emploi. Merci, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je laisse le plateau à Angèle Toboula et ses invités pour l'hebdo des éditorialistes.